Alors, la JND, ça veut dire Journée nationale des 10. La Journée nationale des 10, est-ce que vous savez à peu près à quelle date ça se passe? Depuis 2006. Alors, qui? Pas... Nicolas, t'as pas le droit. C'est un jeu de mots. Le 10-10. C'est facile à retenir. Le 10 octobre. Vous le saviez? Oui, bon, vous pouvez dire oui, hein, mais enfin, c'est tellement évident, le 10-10. Donc c'est une journée nationale, elle touche la France, des fois elle touche les territoires outre-mer ou départements. Parfois, le Québec le fait aussi. Bon. Donc cette journée nationale des 10, elle a été pensée pour rassembler justement parents, institutionnels, professionnels de santé, professionnels de l'éducation nationale. On casse les ministères, on les réunit et on traite des sujets lors de ces journées nationales des 10. En 2016, il faut savoir que Nicole et son équipe, Distinguons-nous, etc., et toutes les associations, AP10, Avenir Dysphasie, DMF, enfin 2-3-10, se sont unies pour organiser ces journées des 10. En fait, c'est une journée où tout le monde se met autour de la table et se dit on est unis pour faire une journée ensemble au moins une fois par an. C'est le mot d'ordre. Et donc, la région a ouvert ses portes, et là, 3000 personnes sont venues. Donc, presque. 2580. 2700 et quelques. 2700. Ouais, mais j'aime les chiffres ronds. C'est 2000, 3000, 4000. Ouais. Donc, presque. Ils sont venus en 2016. Et là, le président, Laurent Wauquiez, a décidé en 2017 de faire une grande cause régionale. Une année de travaux avec des consultants. Moi, je sais que je suis venue au moins une fois, des groupes de travail pour rédiger. C'est là qu'on donne la parole à Sandrine pour développer le fruit du travail en 2017 de... Non, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Moi, je sais faire, je fais de la politique, alors je sais faire des claquettes et je sais m'adapter. Non, alors le fruit, d'abord, j'en profite pour remercier toutes les associations et pour leur travail du quotidien. Effectivement, parler de bénévolat, et c'est extrêmement important. Et pendant cette année de travail en 2017, on a travaillé ensemble. Et je me souviendrai toute ma vie de la première réunion où on était dans la salle et où, en fait, personne n'était capable de se parler avec du respect. Pardon de dire ça comme ça. Hein. Mais alors, tout de suite, il y avait des familles qui disaient à l'éducation nationale, non, mais ça va pas. Et puis voilà, vous êtes maltraitant, vous êtes ci, vous êtes ça, l'éducation nationale. Oui, mais nous, on fait comme on peut. Et puis, c'est difficile pour nous. Et puis, c'était vraiment... Et puis, à un moment donné, on s'est dit, attendez, on va tous se poser, on va tous voir quelle est la souffrance de chacun, les limites de chacun, le fait que les méconnaissances de chacun, et on va apprendre à se parler, on va apprendre à travailler ensemble, et on va poser tous les sujets, et on va regarder quelles sont les réalités, le vécu des enfants, des parents, des enseignants, des chercheurs, etc. Et partant de là, on va faire un livre blanc, et on va recenser là où nous en sommes et là où nous aimerions aller. Et évidemment, la dernière page, elle allait vers cette maison des 10 qui n'est pas sortie. C'est pas juste le fait d'avoir un bâtiment, c'est juste de se dire que, en fait, la journée des 10, le rassemblement de la journée des 10, en fait, on aimerait qu'elle ait lieu tous les jours dans un lieu ou avec une organisation unique qui puisse ne pas obliger les familles à attendre que ça revienne le 10-10. Voilà. Donc, pour faire ça, on a créé l'association A210, qui est une alliance de compétences entre des usagers, des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation et la recherche. Parce qu'à Lyon, il y a le centre de recherche en neurosciences, où on a des nombreux représentants ce soir, et qui sont là, et leurs recherches permettent de mieux connaître les avancées sur les troubles du neurodéveloppement en général, et aussi sur les troubles 10 en particulier. Donc, on a commencé à se structurer en tant qu'association, et puis on a organisé l'année passée la première soirée ciné-débat. C'est là que nous vous avons invité, vous avez répondu tout de suite. Et c'est là où vous avez dit, voilà, je vous repasse la parole parce que vous allez nous répéter ce que vous avez dit. Encore me répéter, effectivement, j'avais dit que ce n'était pas une association seule de porter ce projet, mais que c'était un projet qui devait être porté collectivement et que ça devait faire l'objet d'une politique publique à proprement parler. Et ça nous est bien resté dans la tête, parce qu'au mois de décembre, puis, on a fait... Ça, j'ai bien compris que vous l'aviez en tête, Madame Philibert. Au mois de décembre, on a fait une deuxième soirée ciné-débat, où là, vous n'avez pas pu venir, mais très gentiment, vous avez fait un petit enregistrement vidéo pour nous assurer de votre soutien. Et là, pour la première fois,
j'ai reparlé de la loi de 2005. Et la loi de 2005, c'est mon dada. C'est mon dada. Pourquoi? Parce qu'il y a deux aspects sur cette loi. Il y a l'altération d'une fonction de la personne et surtout, il y a l'inadaptation de l'environnement. Et à l'heure actuelle, notre société met et dépense des sommes considérables d'argent par rapport à la personne pour compenser les difficultés ou le handicap de la personne. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je constate simplement qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé par rapport à la personne. Et que le travail sur l'environnement, ça n'engage que moi, je n'engage pas mon association, mais je le dis, le travail sur l'environnement, il est pratiquement nul. Nul. Parce que le handicap, tout le monde le rencontre une fois dans sa vie. Que ce soit par la maladie, que ce soit par un accident, que ce soit par un trouble du neurodéveloppement, que ce soit n'importe comment. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a énormément de handicaps qui ont les mêmes répercussions. Les répercussions cognitives du handicap, suite à une maladie, suite à un accident, suite à un trouble du neurodéveloppement. Et ça, notre société ne sait pas le prendre en considération. Et c'est une tragédie pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap avec une reconnaissance administrative ou sans reconnaissance administrative. Parce que pour avoir cette reconnaissance administrative, il faut faire aussi un sacré bout de chemin. Donc, notre travail, et nous, ce qu'on s'est fixé comme but, c'est de travailler sur l'environnement et de faire comprendre aux gens ce que c'est que des troubles du neurodéveloppement en général et les troubles 10 en particulier. Parce que ça, c'est l'ancienne déléguée interministérielle qui l'avait dit en 2000, l'année passée. Oui, elle avait dit, on considère que les troubles du neurodéveloppement, c'est environ 17% des naissances par an. Vous vous rendez compte, 17% des naissances par an avec un trouble du neurodéveloppement, c'est énorme, c'est énorme. Et parmi ces troubles du neurodéveloppement, 80%, c'est des troubles 10. Claire Compagnon, oui, qui avait dit ça, hein, à la fac de médecine, non, je ne me rappelle plus. Oui, au truc de médecine, voilà. Enfin, vous recherchez sur Internet, vous allez retrouver, mais c'est vrai, c'est... Voilà. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur cette inadaptation de l'environnement. Voilà. Donc, vous voyez, on fait aussi des interventions grand public avec les communes, parce que les gens ont besoin d'avoir des renseignements. Parce que quand vous avez un enfant qui a un trouble 10, vous avez besoin de savoir d'abord ce que c'est. Parce que très souvent, quand on est parent, qu'est-ce qu'on fait? On fait le chauffeur de taxi. Hein? On emmène son enfant à l'école, on l'emmène chez l'orthophoniste, on l'emmène chez l'ergothérapeute, on l'emmène chez le psychomotricien, chez l'orthoptiste. Quand on a des rendez-vous, parce qu'il y a encore des zones blanches et il manque des professionnels. Hein? Mais tu as raison de le souligner. Donc, les parents ont déjà besoin de savoir ce que c'est que les troubles 10, parce qu'on ne leur explique pas ce que c'est. On ne leur explique pas comment le cerveau il fonctionne différemment. Puis après, il faut savoir quel est le parcours de santé, parce que le parcours de santé, il a été déterminé par la Haute Autorité de Santé, avec 3 niveaux de soins. Eh bien, allez interroger, même dans la salle, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que ces 3 niveaux de soins du parcours de santé? Allez-y, levez la main, si vous savez. Une personne sait. 3 niveaux de soins. Il y en a d'autres qui savent les 3 niveaux de soins? Ah, ils sont timides? Ouais. Bon, allez. Voilà. Et encore, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes sensibilisé aux troubles 10. Allez interroger une personne dans la rue. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Rien. Voilà. Donc, les parents ont besoin de savoir les niveaux de soins. Quand est-ce qu'on s'oriente vers l'un, vers l'autre, ou vers le troisième, hein? Après, le parcours scolaire. Le parcours scolaire, si vous interrogez les parents, parcours du combattant. Parcours du combattant, parce qu'il y a des textes de loi qui existent, mais personne ne les connaît. Vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se transmet dans la vie courante? Comment on les applique? Et ce n'est pas pour lancer une pierre à l'éducation nationale, parce que les enseignants font ce qu'ils peuvent. Ils ont une diversité d'enfants, hein, qu'il n'y avait pas dans l'éducation nationale il y a 50 ans en arrière. Donc, ils sont confrontés à quelque chose
qu'ils doivent maîtriser autant qu'ils peuvent le faire. Et moi, je leur tire mon chapeau bien bas. Hein? Et puis après, il y a le harcèlement. On n'en parle pas très souvent quand on parle des troubles 10. Oui, mais c'est une grande cause. Mais il existe une certaine... Comment il a dit, celui qui a fait ce rapport, une certaine... Dans la conscience collective. Voilà, dans la conscience collective, il était presque normal que les personnes en situation de handicap, que les personnes avec un trouble 10 soient victimes de harcèlement. Mais ce n'est pas parce qu'on veut les harceler, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on fait du harcèlement. Et c'est bien cette ignorance qui fait la différence. Et puis la cinquième conférence que l'on fait, c'est ce qui peut améliorer les actions quotidiennes pour améliorer la vie des 10. Hein, l'alimentation, le sommeil, aimer ce qu'on fait, etc. Toutes ces petites actions qui ne sont pas prises en considération, parce que quand le parent il voit son enfant en difficulté, la première chose qu'il fait, c'est comment le remettre pour rehausser ses capacités, pour qu'il arrive à suivre dans la vie. Donc on est vraiment au croisement de 4 grands enjeux. Un trouble de santé publique qui est méconnu. Et la HAS le dit, c'est une priorité de santé publique. Mais on a la pression que c'est passé par une oreille, puis c'est ressorti par l'autre, cette priorité de santé publique. Hein? Tout le monde l'a dit, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Hein? Après, il faut changer de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions différemment pour que ça avance dans la prise en charge, pour que, comme vous l'avez dit, comme Nathalie se bat tous les jours pour le faire, eh bien que les gens travaillent ensemble, décloisonnés. En France, on aime bien travailler cloisonné. C'est normal, on est dans notre zone de confort, on devient des professionnels, on sait très bien faire quelque chose, on reste et puis on fait ce qu'on fait. Mais quand il faut s'adresser aux autres et puis entendre les autres, quelquefois c'est plus compliqué. Et puis, il faut tous se mobiliser. Et on compte sur vous ce soir. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes venus, donc vous vous êtes mobilisés pour une soirée. On va vous demander de vous mobiliser encore plus, de continuer à vous mobiliser encore plus, parce qu'il faut que cette grande cause de santé publique, eh bien, tout le monde en est consciente. Et puis les parties prenantes, comme je l'ai dit, elles sont souvent déconnectées des avancées scientifiques, parce que pourquoi on a fait venir des chercheurs ce soir? C'est pour vous faire voir que la science avance et qu'il faut qu'on s'appuie sur les avancées scientifiques pour faire connaître les troubles 10, pour qu'on arrête avec des idées préconçues qui n'ont aucun fondement scientifique. Et je remercie vraiment tous les chercheurs qui sont là pour tout le travail qu'ils font pour nous aider à mieux faire connaître les troubles 10. C'est à travers ces troubles, on se bat pour tout le monde. Les 10, qu'on soit avec un trouble du développement intellectuel, qu'on soit avec un trouble de la sphère autistique, très souvent, il y a des troubles 10 associés. Très souvent. Où les répercussions de ces troubles sont similaires à des répercussions de certains troubles 10. Donc, nous, notre maison des 10, c'est vraiment pour tous les troubles du neurodéveloppement qui vont réussir à trouver leur place là-dessus. Donc, moi, ce que je vous engage, ce petit livret, il va être sur nos sites d'ici à peu près 10-15 jours. Hein. Vous pourrez l'avoir sur le site, vous pourrez donner le lien pour que les gens l'aient. Et puis, ce petit livret, vous pouvez en apprendre plusieurs exemplaires, vous pouvez le diffuser, en parler autour de vous. Il faut que la société prenne conscience des troubles 10. Et que ça ne soit pas simplement « Oh bah oui, mais s'il a des difficultés à l'école, il n'a qu'à faire un effort ». Ça, on l'a trop entendu. Il faut que cette idée arrête maintenant. Et puis surtout, dans cette maison, c'est aussi faciliter la recherche participative. C'est-à-dire que les chercheurs pourront venir dans cette maison pour trouver une patientèle beaucoup plus facilement. Parce qu'ils demandent aux associations de relayer quand ils ont besoin de patientèle. Mais entre le relais et puis dans la vie courante, les impératifs de tout un chacun, quelquefois c'est compliqué pour trouver cette patientèle. Tandis que dans la maison des 10 telle qu'elle veut être conçue, eh bien ça sera beaucoup plus facile pour eux de trouver une patientèle. Et puis accompagner les personnes, parce qu'on sait très bien à l'heure actuelle que l'accompagnement, si les familles ne sont pas partie prenante, c'est quelque chose de très compliqué. Donc il y a des familles qu'il faut convaincre d'accompagner leurs enfants. Et ça, elles ne peuvent accompagner leurs enfants
que si elles sont elles-mêmes informées. Et puis, avec tout ça, ça va faire un cercle vertueux. Tout à l'heure, Baptiste me parlait de l'effet domino. Oui, l'effet domino dans le bon sens. Ou si on fait ça, on va se renforcer nos compétences mutuelles. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. C'est décloisonner, c'est faire la force d'une région, c'est faire la force d'un pays grâce à nos différences. Alors, on arrête de tondre la pelouse. On n'est pas là pour tondre une pelouse, pour faire de l'uniformité. On est là justement pour avoir des différences et avoir des paysages qui soient magnifiques grâce aux différences de chacun. Vous l'avez compris, hein, l'objectif à moyen, long terme, c'est ce changement de paradigme, c'est de changer la donne. Et pour ça, on travaille sur une solution qui n'a pas pour vocation de remplacer tout ce qui existe déjà et qui fonctionne déjà, mais plutôt à le mettre en valeur, à le valoriser, à le rendre accessible, et puis grâce au décloisonnement, aussi de permettre une perméabilité entre les différents mondes qui existent et qui travaillent à différents endroits ces questions-là sur les troubles 10. Donc la Maison des 10, ce sera un lieu qui va mettre en synergie les énergies qui existent déjà et qui seront encore plus fortes demain pour traiter ces sujets. Cette Maison des 10, elle ne se fera pas toute seule. On a besoin de vous. C'est aussi pour ça qu'on est content de voir si nombreux et nombreuses aujourd'hui. Cette Maison des 10, demain, elle va rassembler. Mais pour qu'elle existe demain, il faut qu'elle rassemble déjà aujourd'hui. Et puis, qu'elle puisse vraiment motiver, impliquer des personnes. Et voilà, j'espère que vous en êtes aussi convaincus que moi aujourd'hui. Cette Maison des 10, elle doit aussi avoir des fondations qui soient solides. On peut élaborer des tas de trucs sur le papier, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle soit viable, qu'elle soit pérenne, et puis qu'elle puisse perdurer dans le temps, et puis accompagner dans le temps les enjeux qui vont forcément évoluer autour de ces questions des troubles 10. Et donc pour ça, on travaille aussi techniquement sur un certain nombre de choses. On veut décrire le fonctionnement de chacun des espaces de cette Maison des 10 pour comprendre quels seront les usages, et puis voilà, pouvoir concevoir le lieu qui soit le plus pertinent. Cette Maison des 10, elle n'a de vocation à n'enrichir personne. Toutefois, il faudra qu'elle ait des finances qui soient saines, là encore pour pouvoir perdurer dans le temps et, si on le peut, pendant des décennies. Et puis ce qui est essentiel aussi, c'est le facteur humain. Il faut que les personnes qui prennent part au projet, il faut que toute personne concernée par les troubles 10 puisse prendre part au projet. Donc toutes les futurs usagers, usagères, les partenaires, les financeurs, il faut que tout le monde puisse se retrouver autour de la table à un moment ou à un autre pour que les décisions qui soient prises, eh bien, elles puissent participer à les prendre dans la mesure où elles sont concernées. Dans un premier temps, on va se projeter dans un avenir qui est proche, qui est réaliste, qui est concrétisable, où la Maison des 10 pour tous existe. C'est ce que vous avez dans le livret que tu as montré tout à l'heure, Nicole. Voilà. Si vous le feuilletez, vous verrez qu'on s'est prêté un peu à cet exercice de la fiction, à décrire ce que sera cette Maison des 10 en 2030. Cette Maison des 10, si on est en 2030, elle est à Lyon, elle est accessible à toutes et tous. On peut y aller à pied, à vélo, en fauteuil roulant, en transport en commun. Un groupe scolaire peut s'y rendre aussi avec des moyens de transport adaptés. Et elle est pour tous, donc pour toutes les personnes concernées de près ou de loin par les troubles 10, par les troubles du neurodéveloppement, ou toutes les personnes qui s'intéressent aussi au fonctionnement du cerveau, et puis aussi à la question de comment est-ce qu'on fait dans une société où on est si divers les uns les autres, eh bien pour être inclusif, s'accepter et se comprendre. Ce sera un lieu qui sera aussi ouvert sur son quartier. Si je suis le voisin ou la voisine de la Maison des 10, je serais content d'y aller pour apprendre des choses et voilà, tout simplement trouver un lieu ouvert où on peut me proposer de différentes activités. Nicole, je crois que tu as très à cœur de nous parler d'un espace de cette Maison des 10. Ah oui, dans cet espace, il va y avoir une exposition cerveau et TND. Il y a des expositions cerveau à l'heure actuelle. Il y en a une à Paris, Porte de la Villette. J'y suis allée, elle est très belle, très très belle. Et c'est pas ce qu'on veut faire dans cette Maison des 10. Dans cette Maison des 10, on va expliquer comment se développe le cerveau. Ça, on aura besoin de la recherche pour expliquer ça d'une façon vive et interactive, pour que tout le monde comprenne que le cerveau, il commence à se développer avant la naissance.
dans l'utérus. Voilà. Et que les personnes qui ont un TND, c'est bien dans la formation du cerveau qu'il y a des zones du cerveau qui fonctionnent différemment. Déjà ça, on est avec un TND et on garde ce TND toute la vie. Seulement, en fonction des rééducations qu'on peut avoir, en fonction de l'environnement, les répercussions de ce trouble peuvent être plus ou moins différentes. Donc la base pour nous, c'est de faire comprendre aux gens comment le cerveau se développe, comment l'interaction sociale va faciliter ce développement du cerveau dans la vie de la famille, dans la vie à l'école, dans la vie des loisirs, de partout. Ce qui veut dire que toute la société est concernée par le développement du cerveau des enfants. Et on veut l'expliquer parce que peu de personnes en ont conscience de ça. En général, eh bien, si ça se passe mal, les parents ils sont considérés comme des missionnaires ou alors comme parents hélicoptères. Hein. Ils sont trop présents, ils encadrent trop leurs enfants. Dès qu'il y a quelque chose, ils sont là, etc. On ne peut rien faire. Ils défendent trop leurs enfants. Il faut qu'on apprenne le juste milieu. On n'y arrivera jamais, mais on peut tendre vers ce juste milieu. Et si on tend vers ce juste milieu, cette exposition, elle va faciliter la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'on va mieux comprendre. Et on dit toujours, c'est de la connaissance que vient la compréhension. Et quand on commence à comprendre quelque chose, eh bien on peut agir. Donc cette exposition, tu l'as dit Baptiste, on veut qu'elle soit ouverte à tout le monde et qu'il y ait des sorties des classes dedans. Et on va travailler avec l'éducation nationale. Alors, dans ce petit livre, on s'est projeté dans un futur. On a dit que l'éducation nationale avait beaucoup travaillé pour l'élaboration de cette maison des 10. Nous ne doutons pas que nous avons projeté notre vision et qu'elle va se réaliser. Voilà. Pourquoi ? Parce que les 10 sont victimes de harcèlement. J'en ai parlé tout à l'heure. Et s'il y a des sorties de classe qui viennent et que les enfants comprennent que le cerveau de leurs copains, il ne travaille pas exactement comme le même, il ne fonctionne pas exactement par le même, eh bien on est sûr que ça fera baisser le harcèlement. Peut-être pas dans l'immédiateté, mais ça peut jouer. Donc petit caillou, plus petit caillou, plus petit caillou, on peut construire des ponts au lieu de construire des murs où on s'enferme derrière. Il y aura aussi des espaces d'activité. Donc, dans l'illustration que vous voyez, voilà, par exemple, un atelier de musicothérapie, rythme et dyspraxie, par exemple, où quelqu'un qui est spécialisé, un éducateur, par exemple, va pouvoir proposer une activité où on va accompagner un enfant à prendre conscience, à prendre confiance, à être valorisé sans être mis en échec. Et grâce à ces petits succès, justement, voilà, pouvoir l'accompagner vers de meilleurs apprentissages. Ces espaces d'activité, il faut qu'ils puissent vivre au long de la journée, au long de la semaine. Ce sera des espaces de réunion, ce sera des espaces d'expérimentation, de projection, de formation. Ils seront modulables et ils seront ce que les usagers du lieu en feront. On aura aussi des espaces plus confidentiels, des espaces qui pourront être des lieux de consultation pour des professionnels de santé, qui permettront aussi à des chercheurs, des chercheuses de faire des entretiens. Cet espace-là, il aura quelque part sa vie propre, son autonomie au sein de la Maison des 10 pour tous. Le but, c'est que tout le monde soit à l'aise, professionnel comme personne concernée ou famille, d'aller dans ce lieu, dans cet espace de soins ou d'accompagnement pour y trouver ce qu'il a à faire. Puis il y aura aussi des espaces de bureaux, de coworking, peut-être pour ces professionnels, peut-être pour des startups qui travaillent sur des solutions qui fonctionnent et qui répondent à des problématiques en lien avec les troubles du neurodéveloppement. Oui, simplement, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, on a commencé à estimer dans des scénarios les surfaces que pourrait occuper cette maison des 10. Dans le cœur de réacteur, cet espace de convivialité, il fera entre 150 et 200 mètres carrés, donc 170 sur le tableau que vous voyez, en comprenant l'espace café convivial. L'espace d'activité ponctuel, c'est autour de 100 mètres carrés. Des locaux professionnels, en réalité, on a mis 150, mais ça pourrait être 100 à 400 mètres carrés. Ça va dépendre aussi du niveau d'attente exprimé par les professionnels qui voudront être résidents peut-être dans ce lieu. Voilà, si on rajoute des espaces communs de circulation et autres, on sait que c'est un lieu qui fera au moins environ 600 mètres carrés, si vous avez besoin d'un ordre de grandeur. On n'exclut pas, évidemment, dans cette maison des 10 pour tous, d'inclure d'autres usages
dans la mesure où ce sera cohérent avec cette question des troubles du neurodéveloppement. Et puis dans l'autre sens aussi, de rejoindre aussi d'autres dynamiques, comme la maison des 1000 premiers jours, enfin les maisons des 1000 premiers jours, ou encore d'autres tiers-lieux qui travaillent sur ces, qui travaillent sur ces questions-là d'inclusion notamment. Ça, c'est pour se positionner un petit peu dans le temps. Donc, A2D, ça a été créé en 2018. Et depuis, je connais l'association depuis quelques mois maintenant, mais je sais que vous avez fait un travail remarquable de communication et de sensibilisation, comme le font aussi d'autres associations, notamment les associations de familles qui sont largement représentées ce soir. Et puis en parallèle, ce travail aussi d'élaboration de ce projet de maison des 10, en tenant compte aussi de faits nouveaux, une crise sanitaire qui a un peu rebattu les cartes sur les usages, le lancement de la stratégie nationale sur les troubles du neurodéveloppement, donc en 2023. Et là, c'est la bonne temporalité pour structurer ce projet, le faire advenir, convaincre de grands partenaires qui ont un pouvoir décisionnel fort, qui peuvent financer, qui peuvent aussi mettre à disposition peut-être des lieux. Mais voilà, l'implication concrète, tangible de chacun est important pour que le projet se matérialise. Et puis on mobilise aussi des ressources techniques, on va aller chercher des experts, on va aussi rencontrer des futurs usagers. On vous parlera tout à l'heure d'un atelier de prototypage. Le but, c'est d'avancer aussi, on ne fait pas que de la communication, on veut aussi mobiliser des outils techniques pour construire techniquement cette maison des 10. Regardez quelles sont les inspirations qui sont intéressantes, celles qu'il ne faut pas imiter, etc. Enfin, voilà. On fait ce travail-là de structuration du projet, mais voilà, c'est un travail théorique qui est temporaire, puisque à partir de la fin de l'année et puis l'année prochaine, on sera un peu beaucoup plus dans le dur sur ces questions-là de levée de fonds. Alors, je n'ai pas demandé tout à l'heure de lever la main si vous êtes millionnaire, mais voilà, évidemment, si c'est le cas, hein, vous venez nous voir à la fin, on pourra discuter. Et puis voilà, le but, c'est d'ouvrir le lieu. C'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale sur les troubles du neurodéveloppement. Et on pense que c'est complètement réaliste qu'elle ouvre en 2026-2027, voilà, sur la fin de ce calendrier. Aujourd'hui, on a 3 questions principales. On a une idée très claire des besoins des professionnels, des usagers, des personnes 10 aujourd'hui. Mais on n'est pas encore complètement en capacité de se projeter à demain et après-demain. Pourtant, cette maison des 10, elle va exister pendant des décennies. Donc, il faut qu'on réfléchisse pour créer l'espace qui soit le plus modulable possible pour qu'il puisse s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles tendances. On se pose aussi des questions, comment optimiser les espaces, le modèle économique. Le but, c'est de faire en sorte que ce projet soit le plus robuste et qu'il soit le plus efficace possible. Et puis qui donne aussi les moyens de rester dans l'humain, d'animer une dynamique et d'avoir des personnes qui puissent réellement faire fonctionner le lieu et mettre en synergie les personnes. Et puis il y a une autre question clé qui est la place qu'on accorde aux différentes parties prenantes, aux différentes personnes qui sont concernées par le lieu. Donc on va parler de gouvernance par exemple. Donc si je fais un zoom sur ce schéma un peu en fleurs, un peu en pétales, ça c'est les différents types de parties prenantes de ce lieu. On aura différents types d'usagers, différents types de financeurs, on aura des prestataires qui viendront opérer le lieu ou le faire fonctionner. On aura peut-être un propriétaire. Il sera aussi important de créer une entité qui sera porteuse du projet dans son fonctionnement. Comme vous l'avez dit, Madame la sous-préfète, tout à l'heure, il y a quelque chose à créer qui puisse fédérer, qui puisse rassembler les acteurs concrètement autour de ce projet. Et puis, il y a des places à prendre aussi du côté des financeurs. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes a inscrit son logo. Il en faudra quelques autres, mais voilà, on y travaille. Là, vraiment, ce qu'on vous demande ce soir, et on vous remercie d'être aussi nombreux, mais vraiment, je souhaite que vous repartiez avec cette idée que vous allez être acteur pour que cette maison des 10, elle vienne réellement qu'elle naisse vraiment. Parce que, vous savez, les troubles 10, il y a une partie génétique dedans. On le sait, ça.
Maintenant, plus personne n'en doute. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que grâce à nos actions que nous faisons à partir d'aujourd'hui, pour que cette maison des 10 naisse, eh bien, nos enfants ou nos petits-enfants n'aient pas à faire le même parcours que nous faisons en tant que parents pour les accompagner. Nous pouvons tous être des acteurs. Notre réaction en sortant d'ici ce soir, ça peut être « je rentre chez moi, j'ai assisté à une conférence, je me suis ennuyée, c'était pas marrant », ou ils étaient intéressants, ils étaient un petit peu rigolos, ou ils ont dit des belles choses, etc. Ou ça peut être « je participe ». Je participe et c'est votre choix, c'est ce qui va faire la différence pour que cette maison naisse avec les actions de tout le monde, que ce ne soit pas quelque chose qui soit institutionnalisé, mais que ce soit un lieu de vie pour tous. Alors, pour résumer tout ça, je pense que vous avez tous compris qu'il y avait une stratégie nationale pour les troubles neurodémentaux. Juste vous rappeler qu'il y a l'ensemble des troubles 10, les troubles du développement intellectuel, sans oublier les troubles du spectre de l'autisme, qui était la première stratégie, puisque nous étions tous au sein des troubles neurodémentaux. Donc dans ce que a expliqué Nicole et le TDAH, ah oui, j'ai oublié, parce que pour moi, le TDAH, il est tellement associé au 10 qu'il en fait partie, excusez-moi. Alors, je vais dire dyslexie, dysphasie, dyspraxie, c'est trois... enfin, dysphasie, le trouble du langage, c'est dans la DSM-5, dyslexie, trouble des apprentissages, dyspraxie, le TDC, le TDAH, le trouble de l'intellectuel et l'autisme. Tout ça, c'est des nomenclatures bien précises, et nous... Chez les 10, on rassemble parce qu'on a des points communs. On était avant-gardistes avant les TND, on va dire, pour dire que tous les besoins de tous ces enfants, on se rejoint sur des troubles des apprentissages et les enseignants, vous le savez, et les professionnels de santé, vous le savez, et les professionnels de l'emploi le savent. En fait, les personnes, à un moment donné, ont des points communs, des trucs, des convergences. Et ce qui sert aux uns va servir aux autres. Et c'est pour ça qu'on est plutôt rassembleurs que de travailler par tuyau chez les 10, on va dire. Voilà. Donc, ça sera une maison des 10 pour tous les TND. Voilà, tout simplement. Pas sans votre soutien. Donc, vraiment, on vous demande de participer, de faire de la communication sur cette maison des 10 pour qu'elles émergent. Vous connaissez certainement des politiques, vous connaissez certainement des entreprises. Parlez-en. Vous avez eu chacun un petit livret. Vous pouvez en prendre plus pour communiquer là-dessus. Il faut que ça soit le sujet auquel personne ne peut échapper à l'heure actuelle.